Radio 2M. Tous les vendredis, 18h-19h, c'est l'Hebdo. Un journal qui... Ça n'est pas qu'un journal. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas qu'un journal. C'est un magazine. Ça n'est pas qu'un magazine. Je peux finir? On reprend? Une émission culture, politique... Non, ça n'est pas que ça. D'accord, mais c'est un peu tout ça, non? Oui, voilà. Bref, retrouvez l'Hebdo chaque vendredi, 18h-19h, sur Radio 2M. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo, une heure d'actu dans le monde réel et virtuel. Cette semaine, un grand retour politique aussi inattendu que surprenant, un politique marocain méconnaissable qui adresse un message du bout du monde. Un défilé pharaonique, un show invraisemblable, des images qui ont fait le tour du monde mais qui font craindre une malédiction. Vous en saurez plus dans un instant. Le numérique, l'électronique s'impose dans nos vies chaque jour et même jusque dans nos bouches. La e-cigarette a le vent en poupe au Maroc. Phénomène de mode ou véritable aide de sevrage pour les accros, c'est le reportage de l'Hebdo. Un hommage après une disparition cette semaine qui nous laisse tous orphelins. Un visage, une voix, un combat, une audace, une femme, une militante qui restera dans les mémoires. Une nouvelle affaire de racisme dans le milieu du football. Un vent de colère souffle dans les stades et du rap. Beaucoup de rap dans cette émission. Nous allons vous parler de YouStrict, un nouveau label musique au Maroc pour accompagner et produire de jeunes talents. L'initiateur, le réalisateur et producteur, Nabil Ayouch est l'invité de la semaine. L'Hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. Bonjour Fethia. Elle a dit bonjour avant. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Bon, écoutez, ça va, je suis On irait contente mieux de vous sans le retrouver, Covid, donc hein. ça va bien. On irait mieux sans le Covid quand même. De quoi? On irait mieux sans le Covid. Mais pourquoi elle est négative, elle, dès qu'on Je sais démarre pas, là je sais pas. Fais gaffe, hein. La pessimiste, ouais. Ouais, sinon il y a une porte Déjà derrière ouverte, toi. déjà ouverte. d'ailleurs. Sinon, semaine bizarre, deuxième épisode. Ok, d'accord, on va oublier le bizarre, on va positiver si vous le voulez bien. Moi j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Avec Augmentation des l'image- salaires. avec l'image de la semaine. C'est une très bonne nouvelle. Je vous rappelle que l'Hebdo, c'est à suivre en ce moment sur l'antenne de Radio 2M, mais également sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et sur la page YouTube de Radio 2M. Donc vous découvrez cette image. 10 millions, c'est quoi? 10 millions avec le drapeau du Maroc derrière. S'il vous plaît. 10 millions de doses de vaccins? Oui. Ouais. Très bonne réponse. Bah oui, c'est une très très bonne réponse et ça va rassurer tout le monde parce qu'il y avait effectivement la grosse inquiétude en termes d'approvisionnement. C'est tombé cette semaine. L'engagement de la Chine de livrer au Maroc ce mois d'avril et durant le mois prochain 10 millions de doses. C'est quand même énorme. Oui. Ouais. Mais est-ce que la promesse va être tenue? Moi, j'en doute fort. Est-ce que Oula. c'est pas une manière de dire Non mais elle est grave Ouais, non, pessimiste. on reprend On la te semaine annonce une bonne nouvelle, elle va de... Oui, c'est très bien, mais est-ce que c'est pas une manière aussi de se rattraper parce qu'il s'était engagé justement à livrer beaucoup plus de doses dès le début de la campagne? Ça n'a pas été respecté. Est-ce que c'est pour nous faire attendre encore un peu? Mais ça n'a pas été respecté pour tout le monde en fait. Oui. C'est une rupture mondiale et après je pense Non, que... mais en ce qui concerne Sinopharm, plus pour le Maroc, c'est-à-dire que nous avons été plus patients que d'autres pays. Elle a plus d'informations. Non mais tu sais que tous les pays dans le monde sont confrontés Oui, il y a en une ce grosse moment pression. à un approvisionnement C'est de... déjà énorme ce que le Royaume parvient à faire, je suis d'accord. Moi je dis juste, est-ce que les Chinois vont tenir parole? Parce que c'est bien beau de le dire. Est-ce que tu vas être pessimiste durant toute Non. l'émission ou après ça se calme? Non, après ça se calme. Après ça va aller mieux, J'espère tu qu'on penses? aura nos 10 millions de doses pour On va vacciner avoir 10 5 millions. millions de personnes supplémentaires. Mais là, on voulait remonter le moral avec une bonne nouvelle, 10 millions de doses. Donc, on vous le confirme, c'est véridique. En tout Oui. cas, c'est un engagement pris par la Chine. Et, mademoiselle, c'est une bonne nouvelle. Un chiffre à rappeler quand même, 4 410 000 personnes qui ont reçu la première dose pour le moment au Maroc. Un peu plus de 4 millions les 2 doses. Allez, c'est le moment de faire entrer notre invité, le réalisateur Nabil Ayouch, que vous connaissez tous, réalisateur mais aussi producteur de nombreux projets. On va parler de la dernière initiative. Je vous demande de bien vouloir l'accueillir. Nabil Ayouch. L'invité. Bonjour. Merci de m'accueillir. Comment ça va bien? Oui, plutôt bien, ouais. Alors aujourd'hui, on ne vous reçoit pas pour un nouveau film, parce que les auditeurs de Radio 2M vous connaissent bien. On ne vous reçoit pas pour un film, mais pour un projet qui vous tenait très à cœur. Vous avez lancé un nouveau label pour accompagner et produire
de jeunes talents. Mais juste avant de parler en détail de ce label, il y a la fondation Alizawa que vous avez initiée avec Mahi Binbin pour donner justement l'accès à la culture aux jeunes, quartiers défavorisés. Vous avez vous-même grandi dans un quartier qui est considéré aujourd'hui des plus difficiles, qui est celui de Sarcelles. Vous avez très longtemps, durant votre jeunesse, paraît-il, énormément fréquenté ce que l'on appelait les MJC. Pourquoi la jeunesse des quartiers défavorisés vous tient tellement à cœur ? Je crois tout simplement parce que, comme vous venez de le dire, j'ai grandi là-dedans. Beaucoup de gens pensent que je suis né au Maroc et que j'ai été à l'école à l'IOT, mais en fait pas du tout. Je suis né à Paris et puis assez rapidement, mes parents sont séparés et je suis allé vivre avec ma mère à Sarcelles, qui est la banlieue nord, le 9-5 comme on dit, dans une ville qui est assez communautariste, qui fonctionne beaucoup par ghetto, par communauté. Et dans laquelle finalement la seule voie possible pour moi pour apprendre à comprendre qui j'étais au sein de toutes les identités multiples qui me composaient, ça a été les arts et la culture. Et au milieu des bars HLM, il y avait un petit îlot de verdure, et cet îlot de verdure, c'était la MJC de Sarcelles, la maison de jeunesse et de la culture, une belle et grande idée de Malraux dans les années 60, qui partait du principe que partout où les gens ne pouvaient plus ou n'avaient pas les moyens d'aller vers la culture, c'est la culture qui allait vers eux. Et donc cette culture, elle est venue vers moi quand j'avais 5 ans. Et de 5 à 15 ans, ça a été le lieu où j'ai appris les claquettes, le théâtre, la chorale. J'ai passé des journées entières à la bibliothèque, médiathèque. Et c'est vrai que quand je sortais de la MJC, j'avais l'impression d'être quelqu'un de différent que quand j'y entrais. Je me suis nourri là-bas et je me suis promis qu'un jour... quand je pourrais le faire, je rendrai à tous ceux qui en ont besoin ce qu'on m'a donné quand j'étais gamin, et ça a été la fondation Alizawa, centre culturel d'abord à Sidi Moumen, puis ailleurs au Maroc. Et il y a eu Alizawa. Alizawa qui a bouleversé tout le monde. Là, pour le coup, vous avez pris un gosse des rues. D'ailleurs, il s'appelle le prince de la rue. Alizawa, prince de la rue, voilà, c'est un film, on le rappelle quand même, qui a obtenu plus d'une vingtaine de prix à travers le monde. Il y a tout eu, en fait, la Belgique, l'Allemagne. Le premier film qui m'a sincèrement fait chialer. Parce que j'ai chialé en regardant Titanic, mais c'était forcé parce que tout le monde chialait dans la salle. Mais Alizawa est vraiment le premier film. D'ailleurs, il s'est passé sur Deuxième en 2002, je crois, ou 2003. Début des années 2000, Et j'ai vraiment versé une petite larmichette, que ça soit en fait la mise en scène, le jeu d'acteur ou même la musique. La musique m'avait énormément marqué. La bande-son, et voilà. Très très bien, Yacine. Et là, je me demandais, en fait, si ça n'a pas été... Donc pour le public qui a découvert, vous parliez de votre enfance, de découvrir en fait un enfant des rues et de ce que l'on pouvait faire, lui offrir ou lui donner en dehors du gamin qui mendie d'argent. Je me suis demandé avec ce film, et en voyant un petit peu votre parcours, si ce film n'avait pas réveillé aussi un petit peu les consciences, de se dire on peut faire aussi quelque chose pour eux. Mais vous savez, je crois que c'est très important cette conscientisation qu'on doit avoir du réel, de l'environnement dans lequel on vit. Et moi, je pense que le fait que je n'ai pas grandi au Maroc, justement, fait que quand j'ai décidé de venir poser mes valises ici, il y a une vingtaine d'années maintenant, en 99, j'avais une certaine distance par rapport à la société, par rapport à des grandes problématiques, une censure que je ne comprenais pas, enfin des choses qui véritablement me questionnaient. Et parmi lesquels, en effet, cette absence de conscience qu'on pouvait avoir sur des sujets aussi fondamentaux que la jeunesse et les enfants de la rue, que je voyais partout, dans les rues, au carrefour, mais que j'avais l'impression que la société ne voyait pas, ou en tout cas les voyait comme un élément du décor. Vous ne les voyez plus. Oui. On les voit en fait tous les jours, mais sans les regarder. Qu'on les voyait comme un feu rouge, Exactement. comme on peut voir un immeuble, Et mais ça qu'on fait les voyait partie pas comme des êtres humains, comme des gamins. Et c'est vrai que ça m'a heurté, et j'ai eu envie de les incarner. Et j'ai été aidé en cela par une grande dame qui à l'époque faisait, avec son association Beiti, qu'elle présidait, un travail de fond absolument remarquable au Maroc, qui est Najat Mjid. Et qui m'a dit oui, je vais t'aider à faire ce film, mais à condition de ne pas misérabiliser, entre guillemets, ces enfants. Et je lui dis, écoute, ça tombe très bien, c'est pas du tout la vision que j'ai. Au contraire, j'ai envie de les incarner comme ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire
des gamins, mais qui ont des rêves, et que les rêves de ces enfants, je m'en suis rendu compte en les côtoyant, finalement, sont les rêves de tous les enfants du monde, c'est d'avoir une maison, d'avoir un travail, d'avoir un foyer, et de pouvoir être reconnu et entendu, tout simplement. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le film. Alors au fil des années, il va y avoir beaucoup de projets, et finalement, vous allez encore y revenir avec Les Chevaux de Dieu, et les centres de Sidi Mounouens, ce qui en découlera, après Cannes, bien évidemment, on l'a tous vécu. Et là, encore, vous allez revenir aux enfants défavorisés, de se dire qu'ils sont capables du pire, en fait. Là, vous allez bousculer absolument tout le monde à travers le livre, bien évidemment, l'interprétation du livre de Mahi Benbine. Et là, vous allez tous nous donner un coup de massue. Et vous avez été décrié à l'époque en se disant, mais est-ce qu'on les innocente pas, ces jeunes? Et vous pointez du doigt, en fait, que si on ne fait rien, eh bien oui, on ira droit. On aura droit de plonger en fait dans l'horreur absolue. Oui, parce que j'avais ce sentiment qu'on était beaucoup dans le déni collectif, et qu'on mettait la tête dans le sable. Et comme je pense que ça vient beaucoup de là où je viens, j'avais une tendance naturelle à aller vers ces marginaux, que ce soit ces jeunes de Sidi Moumen qui sont devenus des bombes humaines, ou leurs copains, que ce soit les gamins d'Alizawa, les filles de Much Love. Enfin, il y avait vraiment pour moi, et je l'ai toujours, cette attirance très forte vers les gens qui ne sont pas au centre de l'attention, de l'intérêt, mais à la marge. Je me suis dit qu'à un moment, il était fondamental de leur donner la parole, qu'on les entende, qu'on le veuille ou non. Alors oui, bien sûr, il y a un miroir à briser. Oui, bien sûr, il y a une première réaction qui est de décrier, de dire non, je ne veux pas voir ça, ou de condamner. Mais à un moment, le truc fait son chemin. Et ça a fait son chemin. Ça a fait son chemin parce que, effectivement, quand je suis arrivé à Sidi Moumen la première fois, c'était au milieu des années 90. J'habitais pas encore au Maroc et je venais tourner des documentaires sur le microcrédit. Voilà, j'y suis retourné à la fin des années 90, 99 exactement, pour tourner toutes les premières minutes d'Alizawa. Je les ai tournées en fait à Sidi Moumen. Et puis chaque fois, après j'y suis retourné par la suite, mais chaque fois quand je retournais là-bas, je voyais ce quartier se transformer. Et je voyais finalement les mêmes mots que j'avais connus à Sarcelles dans les années 70, avec cette ghettoisation, ces HLM ou ces habitats insalubres, parce que Sarcelles, il y avait des bidonvilles aussi avant, hein, toute la banlieue parisienne, il ne faut pas l'oublier. Nanterre, tout ça. Nanterre, absolument. Lyon. Et avec, possiblement, derrière, les mêmes effets, les mêmes catastrophes qui allaient arriver. Et je disais, c'est pas possible de faire vivre comme ça des gens en rupture totale de lien identitaire, de lien social, avec le reste du pays, avec ce sentiment que c'est des citoyens de deuxième zone, alors que non, c'est des citoyens comme nous, sans qu'à un moment, il y ait des catastrophes qui arrivent. Et à aucun moment penser à les intégrer. Comment ? Et à aucun moment penser à les intégrer. Et à aucun moment, oui, leur donner une lueur d'espoir, c'est-à-dire une volonté, une capacité à se projeter, c'est-à-dire à se dire c'est quoi l'avenir pour moi ? L'avenir, c'est pas que pour les fils d'eux ou pour les filles d'eux. Moi aussi, je peux avoir un avenir. C'est ça qui est fondamental, c'est de redonner cet espoir-là. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé important de changer de perspective. Bien sûr que les attentats du 16 mai, c'est des victimes, c'est des morts, c'est des blessés, c'est des gens qui ont eu une vie ruinée et qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Et je leur rends hommage dans le film, d'une certaine manière. Ouais. Mais c'est aussi des victimes de l'autre côté de la barrière. C'est des gamins qui ont quelques années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on embrigade. Ouais. Et qu'on transforme en bombe humaine. Et ça aussi, pour moi, c'est une forme de victime. Alors, avec Alien, vous allez créer également, et là aussi, on en revient à la jeunesse, Jaoujeb, incubateur de jeunes talents. Et aujourd'hui, un label. Cette fois-ci, c'est la musique qui est mise en avant. Un genre de musique un peu particulier, qui est le hip-hop. Ouais, parce que... Alors, c'est quoi District au New District, en fait, c'est finalement la quintessence. Tout ça s'inscrit dans une forme de grand mouvement qui me semble, moi en tout cas, très cohérent. C'est de ce que j'ai vécu quand j'étais gamin. Parce qu'à Sarcelles... Ouais, c'est pour ça qu'on va expliquer à nos éditeurs, c'est pour ça que je voulais revenir à la base. Mais vous avez raison. Et quand on voit en fait votre parcours, ce que vous avez fait au fil des années, on se dit tous les 2-3 ans, vous revenez à cette jeunesse. Ouais, parce que je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas échapper quelque part à ce qui nous a construit, à qui on est. Et de là où on vient, qu'on et le de veuille pas ou non. oublier voilà d'où on vient. Ouais. Et au Forum des Cholettes, cette MJC de Sarcelles, en fait, entre la fin des années 70, 76, 78, jusque 87, 88, j'ai vu émerger le mouvement hip-hop en France. Voilà, c'est avec mes copains, breakdancers, rappeurs,
on avait Africa Bambaataa qui nous arrivait, Grand Master Des Flash, émissions, enfin voilà, tout ouais. ça qui est né. Et dans les rues, c'était partout. Et j'ai vu cette jeunesse s'emparer aussi de cette voie d'expression extraordinaire Dans la rue. pour C'est en vrai qu'on faire allait dans n'importe quel quartier, Partout, ça dansait de partout. pour en faire un moyen d'expression de ce qui D'expression, d'émancipation. d'émancipation, de libération, comme c'était le cas aux États-Unis dans les années 70, et c'est de là où c'est né, c'est parti, comme c'est devenu le cas ensuite en Europe, et comme c'est le cas depuis 15 ans maintenant à peu près, ou un peu plus, dans le monde arabe, Ouais. et au Maroc en particulier. Moi j'ai une question peut-être qui sera une introduction pour nous permettre d'avoir plus de visibilité sur la démarche en fait de District. J'ai déjà visité le centre de Sidi étoiles. Moumen et je trouvais extraordinaire qu'il y ait plusieurs esthétiques artistiques parce qu'il y a du dessin, il y a de la danse, il y a énormément. Pourquoi, lorsque vous avez décidé de vous attaquer au volet musique, vous avez un peu choisi rien qu'une esthétique musicale, à savoir pourquoi monter un label de rap et non pas un label juste de musique et accepter en fait que l'expression artistique musicale de ces artistes-là soit choisie en fait non pas par genre mais plutôt par, je sais pas. L'envie, quoi, l'ambition. Voilà. En fait, pour tout vous dire, quand j'ai créé le centre les étoiles de Sidi Moumen avec Mahi, petit à petit, on a assez rapidement expliqué aux jeunes que ce centre ne nous appartenait pas, mais que c'est à eux qu'il appartenait. Et que nous, on était là pour faire de l'accompagnement. L'approprier. Voilà, l'accompagnement, mais que c'était leur projet et leurs envies et leurs désirs qui devaient faire vivre ce centre. Et très vite, c'est créé à l'initiative d'un homme que je tiens à saluer qui s'appelle Baus, Hannes Baus, c'est créé une école qui s'appelle la Positive School. Voilà, il est arrivé un jour à Hannes et il a rencontré les gens du centre et il nous a dit « J'ai envie de créer une école vertueuse de hip-hop pour apprendre aux jeunes filles, aux jeunes garçons à transformer le bronze en or, c'est-à-dire une parole peut-être un peu parfois déstructurée ou ne sachant pas véritablement comment exprimer les choses, les accompagner. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que finalement dans ces quartiers, dès qu'on parle de culture urbaine, ce qui ressortait le plus, c'était le hip-hop. Ouais. C'était vraiment ça qui arrivait tout en haut de leurs aspirations et de leurs envies. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs qu'au centre, les étoiles Sidi Moumen, il y a des cours de danse classique, il y a de la rumba, danse africaine, il y a toutes les musiques qui sont représentées, y compris les musiques du patrimoine marocain, Gnawa, Aïssawa, etc. Mais cette jeunesse, dans sa grande majorité, avait demandé, et peut-être que c'est lié aussi à la création de la Positive School, à ce que, quelque part, on les accompagne dans le hip-hop. Et c'est de là où, véritablement, tout est parti. Justement, comment est-ce que vous les accompagnez de qui est-ce que vous vous êtes entouré, mis à part ces personnes? Et puis, le cheminement, comment est-ce que vous commencez? Et puis, jusqu'où ça peut aller avec un jeune ou un groupe de jeunes? Alors, le travail que fait Hannes avec les équipes de la Positive School depuis 4-5 ans maintenant au sein de la Fondation, c'est de prendre des jeunes, que ce soit dans le rap. Mais c'est à travers des résidences d'artistes ou Non, c'est à travers les centres culturels. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 4 centres culturels au Maroc. On parle de celui de Sidi Moumen, mais on en a un à Fès, on en a un à Tanger, et on en a un à Agadir, et on en a un en préparation à Marrakech, qui va ouvrir en octobre. Et dans chacun, près d'un millier de gosses, je crois. Ouais, d'inscrits. Ouais. C'est variable selon les centres. C'est quand même énorme. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est en soi déjà des résidences, parce qu'il y a dans chacun de ces centres, il y a des lieux où ils peuvent produire, il y a des studios d'enregistrement, où ils peuvent des scènes où ils peuvent s'exprimer, etc., etc. Donc, le travail, c'est vraiment un travail d'accompagnement. Et quelque part, sur le DJing, sur le graphe, sur la danse, sur le rap, c'est Là, on parle de la Positive School. Je parle de la Positive School, ouais, absolument. C'est d'arriver à les aider à sortir ce qu'ils ont à sortir. Voilà, c'est ça le travail que fait Hannes. C'est aussi de trouver parfois des formes de prolongation. Il y a une web radio qui est en voie de création. Ouais. Après, on s'est assez vite rendu compte que tout ça, il y avait un plafond de verre, parce qu'une fois que ces jeunes, on avait repéré du talent, qu'est-ce qu'on allait faire de ce talent? Et qu'est-ce qu'eux allaient faire de ce talent? Et il nous manquait un level, il nous manquait un niveau. Et ce niveau, c'est New District. C'est de se dire à un moment, c'est super de détecter des talents, mais il faut aider à professionnaliser ces talents. Il faut qu'ils gagnent de l'argent, il faut que ce soit vertueux et éthique.
il faut faire un accompagnement au niveau du look, du style, il faut travailler avec eux sur les droits d'auteur, parce qu'au Maroc, malheureusement, au niveau des droits d'auteur, il y a un vrai sujet qui fait que tous ceux qui créent, malheureusement, ne peuvent pas vivre comme ils devraient le faire dignement avec le fruit de leur création, parce que le système des droits d'auteur, malheureusement, n'est pas assez efficient, etc., etc. Donc c'est ce travail, finalement, ce niveau complémentaire qu'on a rajouté avec New District pour permettre à ces jeunes de passer quelque part d'une excellence à une professionnalisation et de briller un petit peu partout pour ceux qui, en tout cas, qui le veulent. Je vous interromps, il va rester avec nous, donc on va pouvoir lui poser plein de questions, autant qu'on veut. Tout de suite, un œil sur le monde. Alors cette semaine, un défilé, pas comme les autres, un défilé très très spécial, ça se passe en Égypte. Le retour de la malédiction, ou la Fashion Week des momies pharaoniques. Un défilé en couleurs, un spectacle son et lumière digne des fastes d'antan. Coups de canon, figurants en costume et gardes montées. Samedi dernier, 22 momies, 22 rois et reines ont défilé sur les grandes artères du Caire sur des chars de combat construits pour l'occasion et tirés par des chevaux. Une dernière et magnifique parade digne de leur rang. Après plus d'un siècle au musée du Caire, Hatshepsut ou encore Ramsès II ont opté pour une nouvelle résidence flambant neuve. Le musée national de la civilisation égyptienne, tout juste construit au sud de la ville, équipé de systèmes de contrôle de température et d'hygrométrie. Alors, tout cela est bien beau, mais comment ne pas réveiller de vieilles lubies et croyances qui collent à la peau des pharaons après les premières découvertes des momies à la fin du 19e siècle. Sous le hashtag malédiction des pharaons, de nombreux internautes ont fait le rapprochement entre les dernières actualités, blocage du canal de Suez à cause d'un porte-conteneur, accident de train qui a causé la mort de 18 personnes dans le sud du pays ou encore effondrement d'un immeuble au Caire, à une malédiction qui aurait été provoquée par le déplacement des momies. Cette croyance, une parmi de nombreuses au sujet de l'Égypte ancienne, provient essentiellement du sort funeste et des décès jugés mystérieux de plusieurs membres de l'équipe d'archéologues à l'origine de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Mais pourquoi en voudrait-il à ces sujets 3347 ans après sa mort prématurée ? En cette année 2021, Toutankhamon devait au contraire être content. Il ne sera pas dérangé par ses prédécesseurs et ses successeurs puisqu'il habite désormais dans une annexe de son prestigieux nouveau palais. Le voilà confirmé comme le véritable maître d'Égypte. Alors, vous l'avez vu les uns les autres ce défilé, Nabil, vous l'avez vu? Oui, j'ai vu les images, c'était impressionnant. 300 dignes dignes d'un film hollywoodien. Et puis les chars qui ont été Mais c'est un message aussi envoyé au monde, je pense, de la part de... Alors c'était destiné plus ou moins aussi, il y avait une ambition touristique aussi, de se dire voilà le patrimoine que l'on a. Mais ce que nous raconte Rafiq dans Un œil sur le monde, cette malédiction, elle est réelle. Il y a des quartiers entiers du Caire où l'on prie pour que cette malédiction ne se... Et le canal de Suez, c'est réel. Hein. Ah mais oui. Mais le canal de Suez, c'était avant. C'était quelques jours avant. Oui, mais on était annonciateur, tu vois. Cette plaie d'Égypte. Voilà. Tu vois. Non, mais il y a eu l'accident de train, il y a eu effondrement, et d'un seul coup, les Égyptiens se sont dit, mais attendez, quoi, on les a bougés. Et comme on ne touche pas aux morts, on se dit que les momies vont se venger. Allez, on va revenir au Maroc. Une disparition qui a fait la une de tous les médias cette semaine. C'est un hommage, ce vendredi, à une femme, une battante, une féministe, une artiste que nous ne sommes pas prêts d'oublier. C'est Hajja Hamdawiya, et qui nous a quittés cette semaine, et ça a mis bien évidemment Hamouda dans tous ses états. Jingle. Hamouda dans tous ses états. العيطة أو في العيطة الحال ما يشاور وشكون اللي ما كتحركوش العيطة. العيطة a perdu un de ses monuments, une championne de répertoire musical populaire pendant des décennies. Une femme qui a marqué et a inspiré plusieurs générations d'artistes marocains. Fatima Lgout, هذه سميتها الحقيقية. Fatima مشوار كبير, une vie marquée par le colonialisme, l'exil et la célébrité. Une femme courageuse. Elle a porté son projet et elle a créé son orchestre. Un orchestre où un saxophone, orgue, guitare, violon et tambourin cohabitent joyeusement en 1959. Dans un temps où ni la chanson ni sortir pour une femme était quelque chose de facile. Une révolutionnaire. Avec des chansons et des paroles percutantes qui dénoncent, Hajja Hamdawiya exprime sa féminité et parle du sexe et d'amour ouvertement. Bhal, Dabeiji, Al-Habiba Dabeiji,
جيتي ما جيتي دادا حياني مال حبيبي عليا ولا حنا ماذا بينا. Des chansons cultes qui ont créé sa notoriété dans les années 50, 60 et 70. Du temps où le chant de l'Aïta, le Marsaouia, est plus associé au divertissement et à l'érotisme. Hadja Al-Hamdaouia, on a fait un art, un genre musical à part. Et elle est la première dame à l'avoir modernisé. Avec sa présence chic, élégante, les cheveux toujours coiffés, des boucles d'oreilles et de fantaisie, il y a un an, la diva de l'Aïta a annoncé صافي يمكن لك هادشي عائله كيعرفوني حبابي ماشي بوحدي نكون معروضه عندهم ويطلبوني ومواعيد العرض اللي غنغنيوها ولكن بركه راه عييت صافي ما نقدرش صافي هادي غنحبس. Safi, le 5 avril 2021, Hadja Al-Hamdaouia nous a quittés tout en marquant la mémoire de plusieurs générations. Ces classiques sont actuellement repris par les plus célèbres chanteurs populaires marocains. C'est vrai qu'elle aura marqué de nombreuses mémoires et comme tu l'as dit à juste titre, une femme d'un certain âge qui chantait le sexe sans aucun tabou et ça passait pour le coup. Ouais. Vous l'avez connue, Nabil ? Oui, je l'ai rencontrée à quelques reprises, oui. En fait, c'est parce qu'à l'époque, la première fois, je voulais utiliser une chanson à elle dans Mektoub, mon premier long métrage. Puis ensuite, voilà, il y a une relation qu'on a entretenue de manière épisodique. J'allais la voir chanter quand elle passait au festival de Casa, par exemple. Et c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Je pense que c'est vraiment tout un pan de notre patrimoine qui s'en va avec elle. Et puis, l'inspiration aussi qu'elle a eue vis-à-vis des jeunes. Parce qu'elle a réuni les générations, cette femme. Alors, quelquefois, on aime tel style musical ou tel style. Et pour le coup, elle a réuni les familles. On voyait d'ailleurs que sur certains titres, une image qui a beaucoup tourné cette semaine, un papa qui met les mains sur les oreilles de son fils pour voir qu'il entende une de ses chansons. Ça réunissait différentes générations, mais aussi différentes classes sociales, parce que c'est quelqu'un qui a aussi rendu... qui a sorti en fait l'Aïta de ce carcan un peu de musique populaire et elle lui a donné, on va dire, un cadre un peu plus artistique. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de très chic qui a permis aussi à l'Aïta d'être dans les salons rabaté, facile, alors qu'à la base c'est entre guillemets une musique de divertissement. Bon. Alors, tu avais une question par rapport au hip-hop et par rapport à l'électrique et je t'ai arrêté. La question, elle est partie. Moi, j'aimerais savoir que depuis que vous avez fait l'annonce, est-ce que les jeunes sont déjà nombreux à se dire moi, j'ai besoin d'aide, à présenter des choses ? Oui. On a Hind Mjid, que je n'ai pas encore cité, mais que je tiens à citer, qui est la pilote du projet, du label. On lui fait coucou, elle est en régie. Qui est d'ailleurs qui n'est rien d'autre que la fille de Najat Mjid, mais qui a beaucoup d'autres qualités. Mais qui est surtout quelqu'un de très talentueux, qui travaille dans l'événementiel depuis une dizaine d'années. Exactement, qui est passé par le festival Gnawa, qui est passé par Mawazine, enfin plein d'événements, et qui connaît les artistes et qui connaît l'événementiel musical, vous faites bien de le rappeler, a eu la très bonne idée rapidement de lancer un appel à talents. C'était en janvier. Et de janvier à maintenant, on a eu un demi-millier de maquettes qui ont été envoyées par des jeunes filles, des jeunes mecs qui ont des choses à dire, à raconter et qui nous ont balancé ça et qu'on a évidemment toutes écouté avec beaucoup d'attention. On a repéré des pépites. Je vous assure que les séances d'écoute, pour moi, c'est d'un bonheur intense. D'abord, ça me replonge 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Et puis surtout parce que c'est juste hallucinant. C'est-à-dire ce que cette jeunesse a à dire, à raconter, la manière dont elle l'exprime, avec des sons, mais avec des images également. Parce que les clips qui sont faits parfois avec très peu de moyens, il y a une identité, il y a une authenticité, une vérité, moi, qui me bouleverse profondément. Et donc, voilà, on écoute ensemble avec Anes, avec Hind, avec Amine Djeloun, qui travaille avec nous aussi sur le label depuis le départ. Et on essaye de voir, de détecter et ensuite de rencontrer. Et là, on a commencé à signer des jeunes artistes.
et à travailler avec eux. Et dès la sortie du Ramadan, on va Attends, commencer il y a à... sa question qui est Non, revenue. non, Attends, non. il y a sa question. Bah, note là ta question. Vas-y, Oh là là. Yacine. Moi, j'aimerais bien savoir, surtout quand on sait que avec le rap, il y a, on va dire, un peu plus de facilité au niveau de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'il suffit d'un petit micro, d'une petite carte son, d'un ordinateur et des beats, des instrumentaux qu'on trouve sur Internet, même des fois gratuitement, pour enregistrer une chanson. Quelle va être en fait la valeur ajoutée du label et surtout en fait quel va être le niveau d'accompagnement, sachant que c'est des artistes qui n'ont pas forcément, qui ne connaissent pas la musique, qui n'ont pas forcément de management. Vous allez vous positionner comment, enfin, quelle est votre vision artistique en fait et Elle se termine un jour ta Oui. question ou pas là? Oh là là. J'ai oublié la mienne tellement elle était longue. Il est relou, lui. Non, c'est vrai qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, le rap, comme d'ailleurs d'autres arts, comme le cinéma, sont devenus extrêmement accessibles parce qu'il faut finalement assez peu de moyens pour produire. Après, l'objectif, c'est de prendre cette parole instinctive, intuitive, qu'ils arrivent à construire eux-mêmes dans leur coin avec leurs moyens, et de les emmener plus haut. En l'occurrence, la production de son, les beatmakers, c'est quelque chose qui se forme, c'est quelque chose sur lesquels il y a véritablement nécessité de passer à un cran au-dessus. C'est pour ça qu'on a engagé des partenariats avec des producteurs marocains, des beatmakers marocains et des beatmakers étrangers qui viennent pour de la formation. On va faire des résidences artistiques où on va justement prendre ces maquettes et puis voir comment on peut les améliorer. Il y a un travail effectivement de management qui est très important à faire, de carrière d'artiste finalement. Il y a un travail sur les textes parce que oui, ils ont des choses à dire. Après, poser un texte de la bonne manière, c'est pas si simple que ça. Donc il y a quand même tout un boulot de fond qui doit être fait par des professionnels. Justement, moi, ça rejoint un peu ta question, Yacine. Vous évoquiez tout à l'heure les problèmes des droits d'auteur. Donc, effectivement, la législation n'est pas du tout aboutie. Et aussi, il y a un autre problème de taille. Toutes ces personnes malveillantes qui veulent justement se faire de l'argent sur le dos de ces jeunes. Est-ce que, justement, il y a un accompagnement juridique ? Oui, c'est la pierre angulaire, je dirais, du projet, du label. C'est de dire aujourd'hui, ces jeunes ne vivent pas de leur art. Comment est-ce qu'on va pouvoir participer à la redistribution ? La redistribution, c'est leur travail que le label accompagne et essaye d'améliorer, entre guillemets. Et au final, la distribution de ce travail à la plus large échelle possible et quelque part le retour sur investissement pour ces jeunes. Voilà. D'ailleurs, vous avez un modèle... Pardon, Hamouda. En fait, je voulais juste poser une question par rapport au circuit, comme a dit Yacine, le circuit de production de ce genre musical. Il est plus ou moins connu même chez les professionnels comme chez les amateurs. Par contre, je vais revenir juste à la question des centres. J'ai eu l'occasion de visiter tous les centres de la Fondation, déjà de Tanger jusqu'à Agadir. Et je sais qu'il y a plusieurs activités, notamment des activités artisanales, même de centres de Fès. Et ça, c'est vraiment magnifique. Des enfants qui apprennent des métiers artisanaux et tout. Ça conserve et en même temps, ça crée une promotion pour la ville et pour ces activités. Mais le circuit de professionnalisation de ce genre des activités, dont même les professionnels parfois ignorent, théâtre, danse et tout, comment aider ces troupes-là qui travaillent dans les centres à se professionnaliser, devenir des troupes professionnelles, avoir leurs propres droits, se reproduire partout. Est-ce que peut-être pas intéressant aussi de voir ce volet-là, ou bien on va se concentrer souvent, et toujours déjà c'est déjà bien parce qu'on n'a pas des labels dans ce sens, mais je pense que c'est un circuit aussi qui est connu chez les amateurs et tout. Qui pourrait être mis en avant. Ouais. Donc là, il sort un petit peu de district, Hamouda, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se dit, bon, la démarche est belle, pourquoi pas dans d'autres secteurs ? C'est évident. Le problème, c'est que la Fondation Alizawa reste une fondation, une association à but non lucratif, et donc n'a pas vocation à aider à professionnaliser ces jeunes, d'où la création de New District. Elle a vocation à transmettre. Ouais. Mais le problème, c'est que tout commence par ça, commence par la transmission. Parce que si on perd cet héritage, si on perd ce patrimoine, si on perd ce savoir-faire, vous parliez tout à l'heure de Fès. Ouais. Fès, on travaille effectivement avec des malms, parce qu'il y a très peu de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la tradition et qui veulent apprendre cette tradition pour la perpétuer. Or, c'est fondamental. Mais ils ne s'y intéressent pas parce qu'on ne leur montre pas, parce qu'on ne leur explique pas. Donc le travail, il commence par là. Et après, derrière, c'est à d'autres structures de prendre le relais dans le cadre d'une véritable politique culturelle, mais qui doit être initiée par les autorités et avec les artistes. J'insiste là-dessus parce que c'est fondamental.
qu'on va réussir ensuite à professionnaliser et quelque part créer des véritables industries culturelles. Il y a une très belle initiative qui a été lancée par Naïla Tazid, d'ailleurs la FIC, Fédération des industries culturelles et créatives au sein de la CGEM, qui quelque part aussi montre un chemin. Complètement. Vous parliez des politiques, on va parler d'un sujet politique avec un grand retour cette semaine. De la scène, mais pas musical pour le coup. Il fait son retour aussi médiatique, un homme politique avec un nouveau look. Et c'est rien de le dire, il est assez méconnaissable. Vous allez découvrir ça sur les images. C'est Elias El Omari, l'ancien secrétaire général du PAM. Une information qui n'a pas échappé à Rimel, notre parlementeuse. La parlementeuse. Disparu des radars depuis plusieurs mois, l'ex-patron du PAM, Elias El Omari, est de retour et avec des cheveux. Dans une interview qu'il a donnée à la presse chinoise à l'occasion du 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Alors l'interview a beaucoup fait réagir sur la toile, notamment sur son look, pour le moins qu'on puisse dire inattendu, où il est apparu métamorphosé. On va vous mettre d'ailleurs un avant-après de Elias El Omari sur la vidéo que vous suivez instantanément sur la page de Radio 2M. L'ancien secrétaire du PAM aurait eu recours à une intervention chirurgicale en faisant des implants capillaires. On constate qu'il a rajeuni avec des cheveux et une barbe plus que d'habitude. Il aurait succombé à la mode de la greffe de cheveux. Une barbe bien taillée lui orne désormais le visage, créant un équilibre capillaire du haut et du bas de sa tête. Est-ce qu'il s'agit d'un comeback en politique? Ça, on ne sait pas. En revanche, une chose qu'on retient de cette interview, El Omari s'est fendu d'éloges envers la Chine et en particulier son parti communiste. En écoute. وأنا أزور الصين باستمرار لا يعني أزورها أكثر من مرة في السنة وفي كل زيارة ألاحظ تطور ملموس في الأرض. Vous l'avez entendu, il visite la Chine au moins une fois par an depuis 2006 et à chaque fois il remarque un développement sur tous les plans, alors agriculture, commerce, urbanisme, culture et politique, un développement sous la supervision du leadership politique du Parti communiste. Il y confie qu'il perçoit la pandémie par la Chine comme un exemple de gestion de crise. Sur les relations entre le Maroc et la Chine, il a estimé que les deux parties doivent renforcer leurs échanges économiques et culturels, améliorer leur compréhension mutuelle et utiliser cela comme base pour consolider une future coopération entre les deux pays dans les domaines politiques et diplomatiques. Vous avez vu les images de Elias El Omari? Vous les avez vues, Nabil? J'ai vu des photos, oui. Vous avez vu le changement? Oui, j'ai vu, oui. Extraordinaire. Il est assez méconnaissable. C'est quelqu'un de fascinant. Je crois qu'il mérite un film, un de ces quatre, parce que le personnage, il est tellement complexe. Quand on suit un peu son évolution depuis les années 70, 80, et surtout là, il y a un triptyque autour de l'actualité qui fait en sorte, son comeback. C'est un des premiers qui avait défendu la loi pour le cannabis. Donc on le voit juste après l'adoption de la loi. Il y a le problème avec Bakouri, le PAM, tout ça. Et 10 millions de doses de la Chine. Donc c'est quelqu'un, Tu veux dire que c'est très très calculé, sa sortie médiatique? Elias El Omari, pour moi, comme je te l'ai dit, ne laisse rien au hasard. C'est fascinant, c'est un vrai dinosaure politique. C'est quelqu'un qui... Surtout là, le changement, Elias El Omari, on le connaît avec la calvitie et la petite moustache. Là, on le voit en mode beau gosse turc avec la petite beubare, avec les implants. Tu vois ce que je veux dire? Ce changement de visuel avec la corde, avec le timing qui fait en sorte qu'il y a des sujets qu'il avait défendus depuis très longtemps. Pour moi, c'est pas anodin parce qu'il a disparu depuis peut-être 2016. Tu vois, donc... à suivre. Ouais, effectivement. Bonjour. Bonjour, ça va, Nas? Super. Beau gosse, mais je l'ai trouvé un peu fatigué. Il avait une petite voix, peut-être c'est Ramadan en Chine ou là. Non, il était un peu là. Non, c'est pas encore Ramadan. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que dans l'interview, c'est vrai qu'il a la voix un peu faible, mais en tout cas, voilà. Peut-être la barbe. Ça n'a échappé à absolument aucun média marocain. En revanche, pas repris du tout à l'international et pas repris non plus par la Chine. On a un petit peu creusé, on n'a absolument rien trouvé. Mais est-ce que ça signe un retour à venir? On le découvrira, à mon avis, dans pas très très longtemps, parce que cette année 2021 est l'année de toutes les élections. Donc on verra. Vous interpellez souvent, vous les politiques, Nabil, concernant les projets culturels, mais pas seulement. J'essaye de le faire le plus souvent possible. Oui. Et
Écoutez, ça dépend des politiques. Il y a des politiques sur lesquelles je tombe pour qui la culture est un accessoire ou un outil électoraliste, et puis d'autres qui, on le sent, ont un vrai intérêt pour la chose culturelle. Alors justement, on a reçu dès septembre, en prévision de cette année 2021, pratiquement tous les chefs, la majorité en fait des chefs de partis politiques, et on leur a posé la question sur la culture dans le programme électoral. Ils sont très peu nombreux à en avoir réellement un. Oui, c'est terrible. Parce que je pense qu'un pays qui ne se dote pas d'une véritable vision en matière de politique culturelle, malheureusement, il manque un bras. La culture, c'est savoir qui on est, c'est savoir d'où on vient, c'est arriver à se définir en tant que Marocain. Notre ADN, notre patrimoine. Exactement, c'est une richesse, c'est une fierté aussi. Il faut surtout arrêter de prioriser, parce que souvent dans des discussions, on a l'impression que quand on discute avec des personnes, ils disent que ouais, pour l'instant, il faut plus en fait qu'on canalise en fait l'énergie, l'argent et le temps en fait dans peut-être la santé, le juridique ou des chantiers entre guillemets un peu plus importants, alors que la culture doit être au même niveau comme tu as dit, parce que c'est un outil en fait c'est un outil qui permet à la vie en fait au sein de la société, tout simplement. Pardon. On parlait de cannabis, on va parler de cigarettes, enfin presque, parce qu'elle n'est plus tout à fait comme ça. Elle se charge, elle se branche comme vos téléphones et vos ordis, mais rien à voir. Elles prennent de plus en plus d'ampleur ici au Maroc, mais aussi à l'international. C'est la e-cigarette, danger ou solution? Déjà, j'aime pas le mot cigarette. Je préfère système de vaporisation, s'il vous plaît. Oh là là. La relou. C'est le reportage de la semaine. Le reportage de l'hebdo. C'est une e-cigarette. Oui, allez, je te l'accorde, une e-cigarette. Donc effectivement, on en voit de plus en plus. Elles se fument pas, elles se vapotent. Donc elles sont arrivées, ces cigarettes électroniques, vers les années 2010, fin 2010. Fin des années 2000. À l'époque, c'était un produit dont on ne savait pas de quoi il était composé. On avait on avait peur même. Hein. Oui, on avait beaucoup d'interrogations sur les liquides, justement ces liquides chauffés. On ne savait pas quelles étaient les conséquences sur la santé à long terme. Et aujourd'hui, quand même, c'est un peu plus clair puisque ces systèmes de vaporisation ont évolué. On connaît aussi donc les compositions des produits, en tout cas pour ceux qui ont tenté. Il faut que je retrouve ma phrase. Pour ceux qui ont tout tenté pour arrêter de fumer, c'est peut-être la solution. La solution. Écoutez. Je fumais un paquet de clopes par jour. Le soir, le matin, quand je me réveille, j'avais pas de souffle en fait. Et depuis que j'ai commencé à vapoter, ça a changé. Voilà, donc des points de vente. Alors, je ne sais pas s'il y a des vapoteurs autour de moi. Ouais, j'avais essayé il y a quelques années, mais en tant que fumeur, il faut pas, c'est pas bien déjà, mais en tant que sportif. Voilà. Nabil, vous avez déjà essayé? Non, moi c'est pas mon truc, la cigarette électronique. Non. Ce que l'on constate aussi, c'est énormément de jeunes à la sortie des établissements, les lycées. Ouais, mais ça par contre, faut être prudent parce que normalement, les boutiques doivent vendre les cigarettes les cigarettes électroniques aux majeurs. Oui, aux majeurs. Donc ça, c'est pas toujours respecté. Obligatoire. Oui, normalement. C'est là où il y a un flou parce qu'on a l'impression, on nous vend en fait la cigarette électronique comme étant un outil qui n'est pas nocif. C'est ce qu'on dit, c'est ça? C'est ça la communication autour de... Non, c'est pas ça. Il y a un flou. Déjà, on ne sait pas sur le long terme si c'est pas nocif. En tout cas, ça permet d'arrêter de fumer. Donc, effectivement, les médecins sont clairs là-dessus. Vaut mieux vapoter que fumer. Les médecins. Oui, vaut mieux vapoter que fumer. À partir du moment le message, il est clair là-dessus. Que ce soit les scientifiques, les experts, les médecins, ça va encore plus loin. Mais là, vous m'avez perturbé ma chronique. Pardon. Pardon, s'excuse madame. Allez-y. Donc, comme ça, on écoutera le médecin, on fait les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Pardon. Donc, selon les modèles, il faut compter déjà entre 500 et 1200 dirhams le système. Il faut, selon si vous êtes un petit ou un gros fumeur, acheter les liquides d'une centaine de dirhams par mois. Et c'est là qu'en principe, on commence à faire des économies. Et je vous propose de nous arrêter 2 secondes sur la composition des produits inhalés. Quand on regarde l'étiquette, on retrouve du propylène glycol, de la glycérine végétale, 2 composés que l'on retrouve en masse dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Ça, c'est pour les liquides qu'on achète dans dont on connaît la provenance et dans des boutiques spécialisées. Donc, il ne faut pas acheter ça chez n'importe qui. Puisque aux États-Unis, il y a eu justement des problèmes à cause de produits frelatés. Je vous propose d'écouter le docteur Zinab Balada, elle est pneumologue. Écoutez-la. Il faut savoir l'utiliser de manière transitoire. D'abord,
par manque de données sur les effets de la cigarette électronique au long cours, et deuxièmement par crainte de déplacer une dépendance d'un produit extrêmement dangereux qui est la cigarette en un produit qui est moins dangereux, qui est la cigarette électronique, et donc on va garder la dépendance comportementale. Donc la cigarette électronique reste une option chez les fumeurs, bien sûr non indiquée chez les non-fumeurs. Voilà, donc ne va pas commencer à vapoter si tu ne fumes pas. Le message il est clair, c'est-à-dire qu'on garde une dépendance comportementale. Exactement, et on garde aussi l'addiction à la nicotine, voilà. Puisque à l'intérieur de ces produits, il y a jusqu'à 2% de nicotine. Mais si on part... Et c'est moins dangereux pour la santé. Si on part, attention, c'est très dangereux comme phrase, parce que vu qu'il n'y a pas d'études sur le long terme, à quel moment on peut savoir si ça a vraiment des répercussions sur la santé d'ici 10 ans, 15 ans? Juste, mais alors si tu as écouté sa chronique, ça fait un peu plus de 10 ans déjà que c'est sur le marché. Donc il y a quand même les médecins et les experts. Là je parle de petits effets sur le long terme, mais ce sera 100 fois moins dangereux que tous les produits qu'on trouve dans une cigarette classique. Oui, j'ai fini. Non, parce que je voulais pas t'interrompre, mais oui, non, sérieusement, parce que le temps court. J'ai fini. Le temps court. J'ai fini. On va parler de sport maintenant avec Game of Sport. Yes. Game of Sport. On va débuter par, je ne sais pas par quoi tu veux débuter, nous parler d'une affaire de racisme qui a bousculé un petit peu tout le monde. Qui a bousculé tout le monde, mais tout d'abord je voulais te dire que j'étais très heureux de rencontrer Monsieur Nabil Ayouch, que j'aime beaucoup, et on a trois points en commun. Alors le premier, c'est qu'on est tous les deux des artistes. Le deuxième, c'est qu'on a tous les deux vécu en Ile-de-France, et le troisième, c'est qu'on est nés le même jour. Joyeux anniversaire, cher jumeau, avec une semaine de retard. Alors, on va aller à Cadiz. Malheureusement, ce n'est pas pour faire la traversée. Oui, quand je pense à Cadiz, je pense aux vacances, à l'Espagne, avant d'aller bronzer sur la Costa del Sol. Cadiz, c'est une ville avec beaucoup d'immigrés, une ville où il y a exactement 115 439 habitants. Enfin, 115 438 habitants, et un abruti raciste du nom de Juan Cala. En effet, lors de Valence-Cadiz, il y a eu une échauffourée entre Mokhtar Diakabi, joueur de Valence, et Juan Cala, joueur de Cadiz. Et à un moment de la rencontre, celui-ci traite Mokhtar de negro de mierda, sale noir de merde. Magneto Hamza. Por primera vez en la historia de la Liga, un jugador, seguido de sus compañeros, abandonan un partido por un presunto insulto racista. Eso hizo Diakabi después de que, según dijo a sus compañeros, Cala, futbolista del Cádiz, le llamó negro de mierda. Le défenseur pète un plomb et quitte la pelouse. Les joueurs de Valence qui sont solidaires vont tous au vestiaire par solidarité. Alors, je te vois venir, tu vas me dire quelle est la suite de cette histoire. Alors, premièrement, la Liga a ouvert une enquête. Deuxièmement, le joueur Cala a fait une conférence de presse. J'ai suivi cette conférence de presse. Je peux vous dire qu'il porte bien son nom. Cala Dial Bsah, il a tout nié. Et enfin, on a eu la plus belle une de sport de l'année 2021. Je viens de l'imprimer. Je vous la laisse découvrir. Je peux donner bravo, elle est claire. Elle est juste incroyable. Merci. No estás solo. Tu ne seras pas seul. Alors, pour conclure, un des premiers courts-métrages de notre invité s'intitulait « Vendeur de silence » en 1991, si je ne dis pas de bêtises. En général, la presse vendait du silence dès qu'il s'agissait d'une affaire de racisme. Il ne se mouillait pas. Aujourd'hui, cette une est incroyable. Elle est à la fois poignante et lourde de sens. La presse ibérique n'est plus vendeuse de silence, mais vendeuse d'espoir et d'amour. It's much loved. Ah, c'est joli. Oui, et puis il n'y a pas eu que ça, il y a eu toute la vague en fait sur les réseaux sociaux et les insultes qui se sont poursuivies parce qu'il y a eu ces mots à lui, mais sur les réseaux sociaux, c'est à la limite du lynchage qui a été encore, moi je trouve personnellement, encore bien plus violent que ce qu'a dit ce monsieur. On parle de mort, on parle de couleur, on parle de sale nègre, je ne dirais pas les mots ici, mais c'est d'une extrême violence et très peu condamné. En même temps, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très difficile en même temps de les canaliser. Mais c'est assez horrible. Et encore et toujours une affaire de plus. Et qui vient nous rappeler qu'il y a des choses qu'on pensait acquises depuis des années ou des décennies qui en fait le sont pas du on tout. Parlait, Nabil, la semaine dernière, j'imagine que vous avez suivi comme tout le monde cette photo d'une prof dans un lycée avec d'où viennent les grands singes et une femme au milieu. Tout le monde s'est un petit peu réveillé, mais vous avez vu qu'une semaine plus tard, plus personne n'en parle. Et je pense que c'est un petit peu le drame, peut-être notre faute à nous médias, de ne pas accompagner ce genre d'informations et d'emmener un petit peu plus loin et de creuser beaucoup plus, puisqu'il y a une pétition par la suite qui est
pour soutenir et la prof et l'établissement. Ça fait affaire classée, on n'en parle plus. Il est magique, franchement, il est magique. J'aime beaucoup. Il est resté sur ça. Non, mais franchement, ça m'a beaucoup touché. Oui. Très bien. On va finir en musique, Nabil, chaque semaine. Le jeune homme qui est à côté de vous a la lourde mission de nous faire découvrir un titre ou un artiste. Alors quelquefois c'est génial, quelquefois c'est assez instable en fait. Comme le personnage lui-même, la pépite de Yacine Tabouktirt. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Effectivement, comme l'a dit Fthia, je suis un mec bizarre, un mec qui ne maîtrise pas ses émotions et qui souffre d'une impulsivité maladive. Chaque jour, je me bats contre ces pulsions destructrices qui me font prendre des décisions que je regrette à la minute où elles se concrétisent. Comme dirait Renaud, j'étais tranquille, j'étais peinard, tout allait bien dans ma vie et c'est là que mon double maléfique m'a dit « Yacine frérot, il manque quelque chose pour épicer ta vie trop plate. Viens, on achète un chien. » Je lui répondis « Frérot, tu sais comment ça va finir cette histoire. Au bout de quelques jours, je ne vais plus supporter les contraintes et ça va être compliqué. » Mon double maléfique me répondit « Frérot, t'inquiète, je te fais confiance. » Et parce que mon double maléfique sait me parler, j'ai acheté un chien. J'ai commencé à regretter cette décision dès la première nuit où le chiot a fait ses besoins dans mon lit. Mais je me suis dit, Yacine, c'est grâce aux contraintes que nous arrivons à nous dépasser. Le lendemain, rebolote, mon double maléfique a pu encore me manipuler. Et il m'a convaincu d'acheter un autre chien. Résultat des courses, j'ai 2 chiots magnifiques qui me donnent beaucoup d'amour, certes, mais là c'est galère. Heureusement qu'il existe d'autres sources moins compliquées d'extase et qui me permettent de m'évader de cette vie trop plate, comme le rap marocain. Et c'est de cela que votre humble serviteur est venu vous parler. La pépite d'aujourd'hui, c'est le charme de la street en personne. La sexiness du terre-terre, une attitude qui crève la caméra et une des plumes les plus fines du rap marocain. Connaissez-vous Doliprane, messieurs, dames? Oui, non, je m'en fous, votre avis m'importe peu parce que ce garçon qui est devenu un des piliers du rap marocain dégage une énergie rare où se mélangent sensibilité et agressivité. Ses textes sont emplis de mysticisme et de métagore. Métagore étant un mot valise ou métaphore et gore inventé par Thomas Ravier dans son texte Booba ou les démons des images. Les visuels de Doliprane sont chiadés et ses clips sont une ode graphique où souvent le quartier de l'artiste est transformé en une toile de maître où la drill et la trap font valser les crosses et les quads. Bleman Ktir Alikoum, ACND avec Doliprane featuring Smallix alias Le Phoenix. ماشي بابا لابا كل واحد كيف الجابه دماغي سيستم جافا صافا كيف يقو بحال طرقافا بران سونتر افا كورنير بيلان تعطيه لاما صوفاج لايف بيت خيز كوبرا نايك شوف واش شاف لي تخيز دارك في لي تكس لي طاكسات تخلصهم كاش ماشي بشي شيك ماشي سيرينا. On va laisser le morceau en fond, mais pourquoi les chiens avec Doliprane? Non, alors l'histoire c'est quoi? C'est que je trouve que ma vie est plate, donc mon autre maléfique vient me suggérer des idées et tout. Et heureusement en fait qu'il y a... Heureusement t'as le rap quoi. Voilà, c'est très très... Ouais. Il faut toujours du temps pour... Mais la chronique, la vérité, elle est bien écrite. Hein. Comme le veut la tradition, Nabil Ayouch, pour refermer, c'est vous qui avez le mot de la fin. C'est une carte blanche, vous nous dites et vous nous racontez ce que vous voulez, tant que vous ne parlez pas de chien non plus. Si on peut l'éviter. Mais j'ai envie de vous parler de quelque chose dont on a déjà commencé à parler tout à l'heure, c'est de la jeunesse, des arts et de la culture, évidemment, et de la politique. Parce que vous m'aviez tout à l'heure posé la question, Fthia, de savoir si j'avais déjà rencontré des hommes politiques et je leur avais déjà parlé de culture et quelles avaient été leurs réactions. Et j'ai senti effectivement que même si certains d'entre eux étaient, plutôt intéressés pour des vraies raisons, la plupart passaient complètement à côté de la chose culturelle. Pourquoi? Tout simplement par une méconnaissance. Parce que pour eux, les artistes, c'est des troubadours. La culture, les arts, c'est du divertissement. Or, c'est bien plus que ça. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai que pour beaucoup, en fait, c'est juste la scène, juste presque du factuel. Et on oublie, en fait, le reste de l'année. On a l'impression, en tout cas, que en leur faisant l'aumône de temps en temps, en donnant quelques subsides, quelques subventions, les artistes vont être contents et puis ils vont amuser la galerie. Et ça dure quelques jours, quelques semaines. Et puis après, on baisse le rideau. Et pendant ce temps, le reste de l'année, ils crèvent de faim.
ils crèvent de faim. Et l'idée, c'est justement pas du tout d'être dans une politique d'aide, de mendicité gratuite. Non. C'est de poser les bases de ce qui pourrait véritablement être un véritable marché de la culture, avec une industrie de la culture, avec des opérateurs, avec des entrepreneurs de la culture. Un écosystème qui permette à ces artistes justement de plus être dans la politique de la main tendue. Parce que j'ai l'impression, moi, que depuis 20-30 ans, nos responsables politiques ont pensé que les festivals pouvaient faire office de politique culturelle. Alors, il y a de très très beaux festivals au Maroc et on a besoin, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, des festivals. C'est une vitrine pour le pays, ça amène des touristes, ça met en avant des artistes. Pour la population locale. Pour la population locale, c'est une animation territoriale, mais ce n'est pas un ancrage. Et même si, encore une fois, je peux citer Festival Gnawa, je peux citer Mawazi, je peux citer Musique Sacrée de Fès, le Boulevard, absolument. Il y a de très 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 belles pépites de festivals et il y en a beaucoup beaucoup d'autres. Mais à côté de ça, on ne bâtit pas une politique culturelle sur le long terme sans ancrage territorial, sans lien permanent avec les artistes, avec ceux qui font la culture, et notamment avec les jeunes, avec la jeunesse. Et trop souvent, j'ai l'impression que nos politiques oublient ça. Et oublie, Nabil, que ça peut devenir un véritable levier économique. Alors, ça, on voit n'en parle à même pas. quel point les festivals dans le monde ont permis et de booster le tourisme, et de booster les économies des villes, et de booster en fait l'économie culturelle dans son ensemble. Ça rapporte de l'argent. Mais levier social aussi vis-à-vis. Et le levier social, bien évidemment. C'est ça, parce que l'idée, c'est l'ascenseur. C'est pour un gamin de Sidi Moumen ou d'ailleurs, c'est de se dire, ok, j'ai du talent, je sais chanter, je sais danser, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais devenir, moi, plus tard? Est-ce que je peux en faire mon métier? Mais exactement. J'ai du potentiel. Exactement, une professionnalisation. C'est ça dont je parlais tout à l'heure en parlant de New District, de l'échelon supplémentaire. Et c'est là où nos politiques doivent être à l'écoute de ça. Et ne pas, comme j'ai le sentiment parfois, avoir peur de la jeunesse, avoir peur des artistes, avoir peur de ce que ces jeunes ont à dire. Faut pas avoir peur. Au contraire, faut libérer des espaces. Il faut libérer des énergies. Il faut permettre à ces jeunes, c'est pas en leur construisant juste des lieux, des infrastructures vides de sens. Au contraire, en permettant à ces lieux de vivre, en remettant de l'identité, en remettant du sens, en recréant du lien derrière tout ça. Et moi, je pense vraiment qu'un pays comme le Maroc, qui a l'histoire qu'il a, vous savez que le Maroc, c'est probablement, je crois que c'est le 2e pays d'Afrique qui a la plus grande pyramide de diversité culturelle. Ouais. C'est juste colossal. Pour moi, c'est une fierté de tous les instants. C'est des cultures, c'est des religions, c'est des populations qui se sont mélangées, qui ont créé un brassage, qui ont créé une mosaïque qui est ce qu'on est aujourd'hui. Et il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on apprenne à se regarder tel qu'on est dans le miroir et à s'aimer, parce qu'on a toutes les raisons de s'aimer. Et moi, je pense que cette déclaration d'amour envers nous-mêmes, elle va beaucoup passer par les arts et par la culture. Finalement, j'ai envie de vous dire, je crois qu'à ça pour sauver le monde. J'ai envie de l'applaudir. Bah oui, on peut. Franchement, oui. Parce que vous avez vu, ça fait la 2e semaine de suite qu'on finit sur le mot amour. Ouais. La semaine dernière, avec un psychosociologue qui nous a dit, en fait, que notre problème, à nous, Marocains, c'est qu'on ne s'aimait pas. On ne s'aimait pas les autres, on ne s'aime pas vis-à-vis de l'autre non plus. Autrui n'est pas là. Et voilà. Et ben, c'est sur cette note d'amour qu'on va finir. On se donne, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine. À vendredi. Ciao. Bye. ما رحتاش طار 12 بعد 13 كلشي طاش فينا اكشن كانوا دراما نحكمو ليك بلا ما صافي لونطون انديبوندون كندير كلشي بلا ما دي زاني فوندون اما قلبي بيتشالها في فلاما غنعطي لعيني لماما 19 كوفيد اكشن كانوا دراما صافي لونطون انديبوندون كندير كلشي بلا ما دي زاني فوندون اما قلبي بيتشالها في فلاما غنعطي لعيني لماما 19 كوفيد شكلاط خشا من طابة نقولك فوجك ولا نقولها دابا الو دولي ماشي بابا لابا كل واحد كيف الجابة دماغي سيستم جافا صافا كيفيقو بحال طار افا برانسون طر افا كورنير بيلان تعطيه لاما صوفاج لايف بيت خيز كوبرا نايك شوف واش شاف لي تخيز دارك في لي تكس لي طاكس تخلصهم كاش ماشي بشي شيك ماشي سيرينا غوميس سنينا مع غوميس ابروميس لي
chemise. تغشي عند البوليس لا صوت لا رميز الفيال شي الكوميس بلاصة المدى عندي اوميس كارير ديال الكل غير رميكس شحال تراكين في شيستر كمير لايت برون في شيستر درت راسي بلي بيستون سيستم بحال ستيشن مونشيستر تشيكشر جاري مع حدي وسيستر نير دولي كاع ما كيتشد سيتخو زيت خوت كوكا كولا با تشوي بالسيتخون وسط بلادي عايش جيتخون تي برون 23 تعطوني 30 كل ساعة يعطيني بيتخور كيشخور براندولي لا ما كاينش خور كندور في لانالوج كاتالوج ايغو تريب مونولوج مونوطون جينيكولوج ميتافور ميتابرونو نو نو ما يويدرو لا كونور خبيب كي وضاح لينا الامور ما يويدرو لا كونور خبيب كي وضاح لينا الامور